Super, donc je vous mets un haut. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Je tiens à saluer l'ensemble des participants. Donc, c'est tout un plaisir d'être parmi vous et d'essayer de partager ce que j'ai eu à apprendre durant ma carrière et voilà, qui continue. Donc, en tout cas, comme je le dis, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, il y a des experts aussi qui sont cachés ici et qui pourront vraiment compléter certaines pistes que je ne pourrais pas développer. Donc, avant d'aller beaucoup plus loin, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, que la cybersécurité et l'intelligence artificielle ne peuvent pas être dissociées. Venues, de matière, deux entités qui vivent en commun et qui chacun donne de la force à l'autre. Donc, je m'explique. Si on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on sait que durant quelques années maintenant, les gens parlent beaucoup de l'intelligence artificielle, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, on a longtemps parlé en fait de l'intelligence artificielle, mais pourquoi elle occupe maintenant une place stratégique et centrale dans nos vies de tous les jours? C'est pour plusieurs facteurs. C'est qu'aujourd'hui, on a la puissance de calcul nécessaire, on a les données nécessaires, on a aujourd'hui toute l'infrastructure nécessaire qui permet aujourd'hui à une machine d'apprendre et d'évoluer par elle-même si elle la désire. Donc, par rapport à cela, cela a permis en fait de noter des progrès hallucinants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, je pense si on passe sur le test d'Alan Turing, qui disait en fait qu'aujourd'hui, on prend une machine et un être humain, on les met dans deux salles différentes et on appelle un autre humain et maintenant, soit la machine va parler et l'être humain va parler. Si il ne réussit pas à distinguer qui est le vrai du faux, donc là, on parle réellement d'intelligence artificielle. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la question à se poser, c'est que est-ce que réellement on a atteint l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle à deux niveaux, donc sur la partie l'IA fort et l'IA faible. Et quand on parle de l'IA faible, c'est le fait de toujours donner des données à la machine pour qu'elle puisse évoluer. Et quand on parle de l'IA fort, c'est de lui donner quelques données et de le laisser évoluer par elle-même, comme si on avait notre petit enfant qu'on essaye d'éduquer et de le laisser grandir, en fait. Donc, c'est ça. Et sur cette partie-là, sur l'IA faible, on peut retrouver les chatbots. Voilà, on peut retrouver toujours les IA d'assistance, ainsi de suite. Maintenant, après, sur l'IA fort, maintenant, on peut voir sur la partie réseau neuronal. Donc, c'est comme donner un cerveau à la machine et laisser en fait ce cerveau-là développer. Donc, on parle maintenant d'IA générative et pas mal d'autres d'IA aujourd'hui qui interviennent dans beaucoup de domaines, qui font progresser beaucoup de domaines tels que l'économie, l'agriculture et la cybersécurité, donc qui nous intéresse. Donc, on va aussi parler de la cybersécurité et après, on va faire le lien entre ces deux-là. Donc, la cybersécurité aujourd'hui aussi, si on doit remonter à l'histoire de la cybersécurité, il faut retenir 2007 en Estonie, quand un individu a pu prendre contrôle d'un pays pendant moins de 15 minutes et que, voilà, il a fait paniquer tous les habitants d'un pays. C'est là aujourd'hui que beaucoup de pays se sont regroupés et on dit que la cybersécurité est un enjeu primordial pour toute nation. Et donc, la France a revu sa politique par rapport à la cybersécurité. Il y a eu la naissance de l'ANSSI. Beaucoup d'autres pays s'en ont suivi et tout. Donc, les États-Unis, ce sont des précurseurs. Depuis des années, ils ont eu la CIA, ils ont eu beaucoup de centres qui perdent le Pentagone qui gère la cybersécurité. Donc, eux, ils ont été précurseurs de la cybersécurité parce qu'ils connaissaient les enjeux numériques derrière cela. Donc, si aujourd'hui on parle de cybersécurité et qu'on pense que c'est quelque chose de nouveau, c'est que on ne connaît pas l'histoire réelle de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'Internet a été créé presque 50 ans après ou 40 ans après qu'ils l'ont fait découvrir au monde entier, les États-Unis. Donc, vous imaginez, ils l'ont utilisé près de
presque un demi-siècle avant de le donner aux autres. On maîtrise la technologie, ils connaissent cette technologie. Donc après, les pays se sont réfléchis et on dit, par exemple, si une personne peut se lever et prendre en otage un pays, c'est qu'aujourd'hui, il faudra voir que ces menaces venues du cyberespace sont des menaces à ne pas prendre à la légère. Donc, comme on l'a dit, la mise en place maintenant de cyberforce a vu le jour. Donc, on recrute des jeunes qui ont le talent de pouvoir aussi connaître le monde numérique et qui pourront vraiment aussi surveiller le monde numérique. C'est pourquoi aujourd'hui, parfois, quand on parle de la cybersécurité, on retrouve beaucoup plus de jeunes que de vieux dans la cybersécurité. Et vous allez comprendre pourquoi. Même les vieux maintenant qu'on retrouve dans la cybersécurité, c'est les précurseurs même qui étaient jeunes et qui étaient dans la cybersécurité et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité demande beaucoup d'engagement, beaucoup de moyens et demande beaucoup aussi d'énergie par rapport à cela. Donc, il y a même pas quelques jours, je demandais à mes étudiants, je disais qu'aujourd'hui, vous retrouvez dans les entreprises des personnes qui se disent informaticiens, qui se disent même qu'ils travaillent dans la cybersécurité et qui, dans leur tête, ils signent un contrat en se disant que moi, je travaille de 8h à 17h. Donc, dès que 17h arrive, je ferme ma machine, je vais dormir. Ça veut dire que je n'ai plus affaire à l'entreprise. Ça veut dire que c'est comme si les hackers aussi, de 8h à 17h, eux aussi, ils rangent leurs bagages et ils partent. Sachant que vous, vous êtes responsable du système d'information. Donc, aujourd'hui, il y a une manière, en fait, aujourd'hui, de prendre toutes vos dispositions et même si vous êtes hors du bureau, mais au moins comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cyberespace. Et ça, c'est très important. Mais beaucoup d'informaticiens ne le font pas. Eux, 9h, 18h, 8h, 17h, c'est bon, on range mes bagages, je ne touche plus à ma machine jusqu'au lendemain. Ce n'est pas de la cybersécurité que vous faites. Donc ça, il faut qu'on soit clair sur ça déjà avant de partir. Maintenant, l'IA est soif de connaissances. Donc, l'IA, ce qu'on appelle les hackers, surtout dans la classe des hackers, les blacks, ils ont utilisé déjà de base, on dit que sur l'ensemble des blacks et des white hacks, les grey hacks, les blacks sont des gens qui sont les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont du temps et de la patience. Donc, eux, leur mission, c'est de pouvoir comprendre un système d'information puis l'attaquer. C'est pourquoi quand ils t'attaquent, c'est parce qu'ils savent déjà qu'ils vont gagner. Donc, quand ils ont découvert l'existence de l'IA, ils ont commencé à s'intéresser à l'IA. Et Monsieur donc, Dacosta, excusez-moi. oui, Je allô? vous sens. Vous êtes en train de partager votre écran ou bien? Non, 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 je suis en train de Ah, faire. Ouais, ok, 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 je voulais juste m'assurer ouais, que ouais, c'est c'est pas. ça. Bon, merci. Et au moment de partager, je viendrai sur cela. All right, c'est bon, merci. OK, merci. Donc, si je continue par rapport à cela, donc, l'IA a été utilisée en premier par les Black Act parce qu'eux, ils ont réfléchi à mettre en place des menaces aujourd'hui qui sont avancées et persistantes. Donc, ces menaces-là, aujourd'hui, c'est des menaces qui gangrènent vraiment le cyberespace. Et quand ils ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle par rapport à ces menaces-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, nos systèmes de cybersécurité, de protection classiques que nous avons l'habitude d'utiliser, ont complètement bugué et ils sont passés à côté. Et c'est ça qu'on a, c'est là que le terme de menace silencieuse a vu le jour. Parce que c'est des menaces qui viennent dans votre système d'information et vos menaces classiques ne pourront pas détecter que c'est une menace. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre vraiment un petit moment et faire un focus sur les menaces avancées et persistantes. Et on va parler, on va voir en fait aujourd'hui ces menaces-là, le problème qu'ils amènent au système d'information, le problème qu'ils ont amené aujourd'hui au admin réseau, etc. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, sur cette partie-là, je vais vraiment un peu m'attarder sur ça. Donc, quand on parle des menaces avancées et persistantes, donc, sur cette partie-là, déjà, je pense que j'ai déjà fait la partie introductive des cyberespaces, et ainsi de suite. Donc, les objectifs de la cybersécurité. Donc, je pense que ça, c'est la partie de base. Hein. Donc, il faut savoir que
C'est la confidentialité, l'intégrité, l'authentification, la non-répudiation et la disponibilité. Voilà. Donc après, cela aussi est couvert par des piliers, à savoir la sécurité physique, sécurité logique, sécurité communicationnelle, juridique et humaine. Voilà. Mais si on parle en fait sur les menaces avancées, donc pour la définition, c'est des menaces tout court qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est des menaces avancées et persistantes. Donc, ces menaces diffèrent des attaques informatiques conventionnelles. Donc, je vais donner l'exemple d'un antivirus. Comment un antivirus fonctionne? C'est un système de sécurité qui se base sur des bases viraux. Donc, ça veut dire qu'il y a une mise à jour qui a été effectuée. On dit, par exemple, Gérard Dacosta est une menace. Donc, si vous voyez la signature numérique de Gérard Dacosta, vous le bloquez. Donc, c'était comme ça qu'ils se... Donc, une menace, les nouvelles menaces là, les nouvelles formes de menaces, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ok, Gérard Dacosta est bloqué, ils vont devenir Aïta Mbaye. Et donc, finalement, le système va dire, comme c'est pas Gérard Dacosta, c'est Aïta Mbaye, passez. Vous avez vu? Donc, c'est ce genre Parce qu'en fait, ces menaces avancées et persistantes peuvent changer. Ils font le déplacement latéral, on va le voir. Regardez. Donc, leur caractéristique, c'est qu'ils sont sophistiqués techniquement et ils sont persistants. Ça veut dire que pour les faire sortir dans un système d'information, c'est difficile. Ils vont revenir et attendez-vous, dès que vous avez ce type de menace-là, à savoir que votre système peut être encore attaqué. Ils ont un objectif clair. Ça veut dire qu'ils ne sont plus comme les autres menaces là qui s'éparpillent ou autres là. Eux, ils ont un objectif très clair. Et ils ont le ciblage spécifique. Ils ont la capacité d'adaptation de l'infiltration multi-étape. Ils ne viennent pas comme ça, ils s'exposent. C'est comme aujourd'hui un voleur professionnel. Il va savoir que je vais aller dans le toit. Après, je vais passer vers le couloir. Je vais faire comme ça. Ils connaissent déjà le plan de la maison avant de venir attaquer. Donc, avant, on se basait sur la signature numérique pour les identifier. Mais maintenant, c'est sur le comportement. Parce que l'IA aujourd'hui a permis à ces menaces-là de pouvoir avoir plusieurs visages. Regardez. Et cela a permis de créer maintenant ce qu'on appelle des malwares personnalisés. Par exemple, ici dans le groupe, je pense qu'il y a 42 personnes qui se sont connectées. Et sur ces 42 personnes-là, moi, je peux dire que la menace que je vais créer va seulement attaquer Aïtambay. Et donc, du coup, cette menace-là ne va même pas cibler les autres. Donc, il y a le spear phishing. Il y a l'ingénierie sociale avancée. Il y a l'exploitation vulnérabilité. Donc, regardez l'ingénierie sociale avancée. Aujourd'hui, en Chine, je pense qu'il y a eu une dame qui a viré presque 230 millions de dollars, qui a été victime d'ingénierie sociale parce qu'elle a reçu un appel Zoom où elle voyait le président fondateur de l'entreprise avec d'autres responsables de l'entreprise, alors que tous les gens qui étaient là-bas étaient fous parce que ça a été généré par l'intelligence artificielle de deepfake. Donc, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué de pouvoir même s'en sortir. Donc, il y a l'utilisation d'outils administratifs légitimes. Donc, un APT peut venir au niveau de votre machine et devenir un outil administratif légitime que la machine va reconnaître et donner des droits même par rapport à cela. Donc, cela, ça fait même peur. Et ils ont des tactiques de mouvement latéral. Donc, vous savez, aujourd'hui, un voleur, il sait que les caméras, on va les mettre dans les angles. Pour éviter, la meilleure façon d'éviter les caméras, c'est de longer les murs, d'être dans la partie latérale. Donc, imaginez. Donc, ces techniques-là, en fait, ils vont venir dans votre réseau, ils vont scanner, ils vont essayer de voir où vous avez mis vos dispositifs de sécurité et ils vont voir comment les contourner. Donc, il y a la persistance, il y a l'exfiltration de données. Et vous allez comprendre ce mot-là aujourd'hui. Donc, on parle maintenant de ransomware plus exfiltration de données. Avant, c'était le ransomware. Avant, les gars cryptaient vos données et vous demandez de l'argent. Mais regardez, grâce aux APT, maintenant, on a la capacité de pouvoir même prendre vos données et de l'envoyer sans que votre système détecte. Et donc, c'est pourquoi maintenant, vous entendez ransomware plus exfiltration de données. Donc, ça veut dire qu'ils ne se limitent plus à crypter vos données, à vous demander de l'argent, mais ils volent les données et après, ils vous demandent aussi de l'argent derrière. Donc, ils ont aussi une capacité d'évasion rapide. Donc, il n'y a plus aujourd'hui cette peur-là de dire, oui, on va me retrouver ou autre. Ils prennent, ils partent et disparaissent dans ton système comme si rien ne n'était. Donc, ils peuvent faire des opérations à long terme, des ciblages, dont on l'avait dit. Maintenant, pour les exemples, il y a Stuxnet. Donc, un verre qui a été créé par, ils ont dit le Mossad et la CIA, et ils ont attaqué les centrales nucléaires de l'Iran. Donc, il y a Flamme aussi, qui est un logiciel malveillant qui a été développé par les organisations de Moyen-Orient.
OK? Donc, si on prend pour les menaces APT en Afrique, cas du Sénégal, il y a le cyberespionnage gouvernemental, il y a les ressources naturelles et énergétiques, elles peuvent affecter les secteurs financiers. OK? Il y a aussi, ils peuvent manipuler l'opinion politique, donc les opportunités aussi d'investissement, des défis de cybersécurité et pas mal de choses. Donc, pour l'Afrique aussi, faire aujourd'hui ce qui permet à ces APT de mieux s'organiser, c'est qu'il y a une faible infrastructure, manque de sensibilisation, attaque croissante, pénurie de compétences. Et ça, nous allons y revenir. Pourquoi il y a une pénurie de compétences? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent travailler dans la cybersécurité, mais j'avais assisté à un webinaire et certes, les mots que la personne avait dit étaient très durs, mais il a dit la vérité. Il a dit en Afrique, on ne se spécialise pas. En Afrique, on fait du tout. Ah, je fais de la cybersécurité. Mais c'est quoi votre spécialité? Aujourd'hui, moi, je suis fier de dire que moi, je suis spécialisé en MSSI. Donc, moi, c'est étudier le comportement des gens, voir comment sensibiliser, comment aider, comment faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas comment se spécialiser. Et récemment, je commence à me spécialiser en tout ce qui est renseignement numérique et forensique. Donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à se spécialiser par rapport à la cybersécurité et ne pas dire je fais seulement de la cybersécurité, mais qu'est-ce que vous faites? Donc il faut regarder un des piliers de la cybersécurité et allez vous spécialiser sur ça. Donc, toujours pour les cas du Sénégal, il y a des menaces économiques, espionnage politique, cyber-espionnage industriel, donc, et pas mal de choses. Donc, je pense que aujourd'hui au Sénégal, on ne va plus parler de ransomware. Il y avait eu un cas où moi, je ne vais pas affirmer, ni je vais aussi infirmer, mais on l'a vu sur Internet, on a vu que la Direction générale des impôts et domaines était soi-disant attaqué par une attaque ransomware et on a volé des données. Et après, on est allé sur Twitter, on a vu que certaines données ont été publiées par un groupe de cyberattaquants. Mais bon, ce que la Direction générale des impôts et domaines a catégoriquement refusé. Donc là, on laisse vraiment l'opinion populaire décider de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Voilà, donc on ne va pas être vraiment dans cette partie-là pour dire, mais on laisse le constat général. Ce qui est d'un constat général, c'est que les Sénégalais, au moins, ont appris c'est quoi le ransomware. C'est quoi l'exfiltration de données? Parce que ça a beaucoup parlé, les gens l'ont senti, il y a eu beaucoup de vagues gauche-droite, il y a eu même des interventions à la télé, et ainsi de suite, et que les gens ont compris vraiment c'est quoi les ransomware. Et moi, je dis derrière, c'est une forme de sensibilisation. Parce qu'au moins, les gens ont compris quelque chose sur une thématique par rapport au ransomware. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager. Donc, je vais continuer. Par rapport à toujours cette réflexion-là, aujourd'hui, l'IA, une fois que jusqu'à présent, je montre que les attaquants ont utilisé l'IA pour pouvoir vraiment mettre à genoux le cyberespace et les cyberdéfenseurs. Mais eux aussi, ils se sont réveillés. Et quand ils se sont réveillés, eux aussi, ils ont mis en place ce qu'on appelle des logiciels de cybersécurité intelligents. Et donc, c'est pourquoi maintenant on parle de Next Generation Firewall, donc des firewalls de nouvelle génération qui intègrent l'IA. On a aussi des antivirus intelligents, donc comme le cas de Sentinel-1 et beaucoup d'autres antivirus. Et ces antivirus-là, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent en mode agent. Donc, vous n'avez plus besoin d'installer tout un setup. Vous installez qu'un agent et il y a un serveur principal. Donc, ces agents-là, vous ne leur dites pas quand analyser votre machine, vous ne leur dites pas qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Ils utilisent l'IA, soit le deep learning ou le machine learning. Et parmi cela, ça leur permet de pouvoir gérer votre machine. Et vous allez voir que parfois, on vous bloque certains accès, il y a des choses qu'on vous refuse, ainsi de suite. Et eux, ils font leur scan en temps réel. Ils ne vont pas attendre que vous lancez le bouton scanner. Donc ça, c'est des choses que vous devez comprendre sur cette partie-là. Voilà. Donc après aussi, on a des SIEM intelligents. Donc un SIEM, c'est comment je peux le dire, c'est un logiciel qui permet d'analyser et de collecter des données dans un système d'information. Et il fait partie de ce qu'on appelle un SOC, Security Operative Center, qui est un centre de sécurité, d'opération de sécurité, qui regroupe une partie humaine, qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est talent, tout ce qui est procédure, etc., etc. Et aussi, il y a la partie procédure aussi, parce qu'aujourd'hui,
tous ces données qu'on récupère, comment on va les faire, qu'est-ce qu'on va faire quand il y a une attaque, et ainsi de suite. Donc, il y a des procédures. Et après, il y a les logiciels. Et parmi ces logiciels-là, le plus important, c'est le SIEM. J'ai l'habitude de toujours, parfois, attirer l'attention de certains étudiants en leur disant, quand on parle de SOC, vous disiez SIEM. Mais dans un SOC, on ne trouve pas qu'un SIEM. On trouve des logiciels de supervision, on trouve des logiciels d'analyse, on trouve beaucoup d'autres logiciels qui sont à l'intérieur. C'est juste que c'est le SIEM qui est beaucoup plus important, mais que même certains profs et certains professionnels font l'amalgame. Quand on parle de SIEM, on dit SOC automatiquement. Donc, il faut vraiment qu'on puisse vraiment être dans cette réalité de cybersécurité. Voilà. Et ça, il faut évoluer dans un environnement qui vous permet de vivre la cybersécurité et de comprendre comment ça se passe. Parce que beaucoup de professionnels qui se disent la cybersécurité ne le vivent pas. Ils n'ont jamais vécu une attaque, ils n'ont jamais mis en place un plan de reprise d'activité, vivre une situation de cyberattaque ou être même dans un environnement de cyberattaque. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas transmettre aujourd'hui cette expérience-là. C'est pourquoi moi, je félicite les écoles où je suis passé. C'est que ces écoles-là font le pont entre la partie académique et la partie professionnelle. Donc, ils essayent vraiment d'intégrer beaucoup de professionnels pour venir donner des cours et aussi ils donnent la chance à la partie académique, ces docteurs ou autres qui sont là, qui sont dans le milieu académique, qui n'ont vraiment, qui connaissent la partie théorique. Et c'est un complément qui permet aujourd'hui à l'étudiant de pouvoir non seulement maîtriser, parce qu'aujourd'hui aussi, ce n'est pas seulement la pratique qui fait, parce que quand vous allez dans un entretien, on ne va pas vous donner une machine et commencer à faire votre malin. On va vous demander, on va vous laisser expliquer, montrer aujourd'hui que vous êtes capable de pouvoir gérer un système d'information. Et après, quand on va vous tester sur la partie pratique, là, vous allez montrer que vous avez été formé par un professionnel qui comprend les enjeux d'un système d'information. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est pourquoi moi, parfois, j'aime donner en fait des études de cas réelles par rapport aujourd'hui à des situations bien menées. Quand il y a eu les attaques ransomware, j'ai donné un TP par rapport à ça. On a fait des simulations, comment vraiment s'en prévenir et autres. Donc, c'est temps de réaction et pas mal de choses. Donc, vraiment, c'est cet environnement-là qu'on trouve que l'IA aujourd'hui a fait progresser la cybersécurité, que ça soit en bien, que ça soit en mal. Les hackers ont pu vraiment découvrir une nouvelle forme d'attaque. Ils ont été beaucoup plus redoutables. Mais les cyberdéfenseurs, aussi les white hats, ont évolué. Ils ont utilisé maintenant des logiciels qui permettent aussi de pouvoir contrer ces attaques-là. Donc, il y a même des logiciels qui sont nés, qui sont ni des antivirus, qui sont ni des SIEM, qui sont ni, mais on les appelle des logiciels de sécurité cyber intelligent. Donc, il y a le cas de Darktrace, qui est un logiciel, un environnement que vous mettez dans votre système d'information, qui, quand il y a une attaque, génère ce qu'on appelle des antigénants. Et ça vous rappelle dans le corps humain, quand il y a un virus ou quelque chose qui est là-bas, il génère ce qu'on appelle des anticorps, antigénants, anticorps. Et l'anticorps est généré en fonction du type de menace. Ça veut dire qu'en temps réel, il ne connaît pas la menace. Mais dès que la menace vient, il va analyser et générer ce qui peut lutter contre cette menace-là en temps réel. Et il le fait en des nanosecondes. Donc, juste pour vous montrer que ça a évolué. L'IA a permis vraiment de faire évoluer la cybersécurité. Et dans le sens négatif comme dans le sens positif. Voilà, en gros, c'était ça. Je pense que j'ai trop parlé, donc je vais laisser la parole à Aïta et ouvrir la séance des questions-réponses. Donc, j'espère que ça a été bénéfique de tout ce que je vous ai dit et merci beaucoup de m'avoir écouté. D'accord, Monsieur Dacosta. Merci beaucoup. Maintenant, bon, on ouvre la séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, ouvrez votre micro et posez-la. Demsaid, tu peux ouvrir ton micro, si possible? Euh, merci. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Saïdem, je suis étudiant en génie informatique. J'ai suivi toute la présentation, machallah, j'ai tout aimé parce que je vais pas faire par, je prends pas part beaucoup par rapport à la cybersécurité, mais à partir d'aujourd'hui, là, je me rends compte des menaces qui existent dans l'Internet. So, ma question est-ce qu'on pourrait avoir la présentation? Merci. Oui, avec plaisir, je vais le donner à Haïti.
D'accord, je vous enverrai ça par mail. Les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment de poser toutes vos questions par rapport à la cybersécurité. Pas de questions, pas de réaction. Il y a Chapatel Amadouka, Monsieur K, qui dit quelles sont les meilleures écoles en cybersécurité ici au Sénégal? Par rapport à cette question-là, comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, allez-y allez-y directement au niveau des écoles, demandez le programme, faites des recherches et après choisissez en fait. Voilà. Et comme je le dis, ce n'est pas un diplôme qui définit l'étudiant, mais c'est l'étudiant qui définit un diplôme. Je ne sais pas si vous allez comprendre cette nuance-là. Donc, je vous ai envoyé aussi un lien de mon livre blanc sur la cybersécurité et la souveraineté numérique que j'ai écrit. Donc, n'hésitez pas à aller lire par rapport à tout ce qui est, si vous voulez encore découvrir sur la cybersécurité. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, Madame Aïta, vous allez bien? Je vais bien, monsieur. Alhamdoulilah. Bien. Monsieur Dacosta, je voulais poser une question. Tout d'abord, je vous félicite pour la qualité de la présentation. Mon nom est Souleymane Diallo. Je suis responsable des archives de la LONASE. Et donc, j'aimerais poser une question par rapport à l'IA générative. Quelqu'un qui utilise, par exemple, ChatGPT ou bien Claude dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des risques spécifiques liés à l'utilisation de ces outils-là? Merci beaucoup pour la question. Donc, je peux bien vous dire qu'il y a des risques, mais des risques varient en fonction de la sensibilité du poste. Donc, je vais OK. donner un exemple. Vous Mhm. êtes responsable des Des finances. Mhm. Exemple, je donne un Mhm. exemple. Quelqu'un qui est le Mhm. responsable des finances, ou bien même je vais Mhm. prendre votre cas, le responsable de l'archive. Donc, Mhm. imaginez-vous, vous prenez des données de finances qu'on a archivées et vous le Mhm. mettez sur l'IA en lui Mhm. demandant, par exemple, d'essayer de faire un résumé ou autre. Donc, il Mhm. va s'entraîner sur ces données sensibles. OK. Et ça, c'est une violation de tout ce Mhm. qui est loi sur protection des Mhm. données personnelles dites Effectivement. sensibles. Mhm. Voilà. Et peut-être demain, il va prendre ces mêmes données-là sans vraiment les transcrire, mais donner ça à quelqu'un qui va poser une question sur Mhm. ça et se baser sur ce modèle-là. Parce qu'en fait, OK. les données, il faut savoir que les données qu'on met au niveau de ces IA-là, ça Mhm. permet à ces IA-là de plus apprendre et d'évoluer. OK. OK. Donc, si je comprends bien, vous ne recommanderez pas à quelqu'un qui travaille dans une entreprise d'utiliser les données de l'entreprise pour, travailler avec ces applications-là. Les données sensibles. En fait, quand on Ah, parle de données, il y a ce qu'on appelle les données personnelles, mais il y a des OK. données dites sensibles. Et dans les données dites sensibles, il y a tout ce qui est finance, tout ce qui est Mhm. RH, tout ce qui est archive aussi et autres. Donc, il faut OK. vraiment définir c'est quoi vos données qui sont dites Mhm. sensibles Mhm. et c'est quoi les données que vous pouvez, voilà. Et même quand vous voulez travailler sur certaines données, vous pouvez modifier certains trucs Des sensibles. Mais quand je informations. parle de, voilà, modifier et Mhm. donner l'IA, mais ne pas mettre vraiment, parce qu'aujourd'hui, nul ne peut travailler sans ces IA-là, mais il faut OK. savoir qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas. D'accord. Bien noté. Merci beaucoup. C'était très clair. Monsieur Diallo, nos salutations à Monsieur Samba. Merci. Il est là. Je viens de le voir. Il est dans le webinaire. Ah, super. Et je viens de le voir. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, bonjour, Monsieur Bonjour, Samba. M. Samba. Alors, sur le point de Monsieur Suleiman, effectivement, je rejoins un peu la réponse du consultant, parce qu'en fait, il n'y a pas encore de législation au Sénégal, en tout cas, concernant l'IA. C'est un projet, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu à envoyer des, des suggestions à la CDP à travers leur foire aux questions, que c'est des questions qu'il faut prendre en compte pour légiférer. Parce qu'effectivement, l'IA, comme on le dit, c'est apprend en fonction de ce qu'on lui donne.
Donc, les données sensibles, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une base de données de ce qu'on appelle une CMDB pour pouvoir recenser dans une entreprise ce qu'on appelle données sensibles qu'on peut mettre à l'extérieur ou utiliser via les IA. Sinon, effectivement, oui, si on met des données financières, l'IA va capturer, va enregistrer et peut le diffuser si jamais quelqu'un fait la demande pour une entreprise. Oui. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, M. Samba. Merci. Donc, j'ai vu quelques questions ici. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir euh, comment se spécialiser en informatique. Donc, comme je le dis, si je dois prendre le cas de la cybersécurité, il y a des sous-domaines. Donc, la cybersécurité, c'est la branche principale. Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des analystes, il y a ce qu'on appelle des techniciens en réseau système, etc. Donc, il y a plusieurs métiers. Donc, tout dépend déjà de l'école où vous allez et du licence proposée. Dans cette licence-là, vous allez regarder les débouchés. On vous dit, par exemple, c'est une licence en cybersécurité SSSI, mais à l'intérieur, il y a plusieurs sous. Donc, il faut toujours lire ça. Et beaucoup d'étudiants ne le font pas. Ils partent, ils s'inscrivent, ils ne regardent pas leur licence et quels sont les débouchés. Maintenant, vous regardez les débouchés qu'on vous donne. Quel est le débouché auquel vous vous semblez plus à l'aise et vous commencez à creuser sur ça. Et vous allez vous spécialiser sur ça. La spécialisation, ce n'est pas une école qui vous spécialise. Une école vous donne un diplôme. C'est à vous de vous spécialiser en faisant fil de ce que vous voulez faire. Par exemple, vous avez des compétences très bien en tout ce qui est acquis. Des autres sont plus bons en réseau système. Quand ils vont sortir dans le débauché, il y a des sysadmins. Par exemple, licence en cybersécurité, option, il y a des sysadmins. Option, il y a des analystes réseau, etc. etc. Donc, c'est à vous vraiment d'identifier votre point fort et de pouvoir creuser sur ce point fort. Et après, ce n'est pas seulement le faire et rester. Il y a des certifications. Parce que la certification valide les compétences et les diplômes vous donnent en fait tout ce qui est connaissance théorique. Donc, il faut faire des certifications aussi. Des certifications qui vont vous permettre dans le domaine que vous voulez vous spécialiser. Et donc là, vous allez être spécial dans votre domaine. Donc, il faut faire des certifications. Donc, l'autre question, c'est les limites de l'IA dans le monde de la cybersécurité. Je pense qu'il n'y a aucune limite. L'IA, elle progresse de jour en jour. Elle fait même peur, je vous dis. Et aujourd'hui, je pense que même la partie cybersécurité, la partie cyberdéfense, les gens sont en train de courir de partout parce que, voilà, donc l'IA est en train de devenir une menace sérieuse à la défense du système d'information. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Après, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai une question concernant l'IA. Ouais, vous pouvez poser la question. Je pense que c'est Moussa Diapo. Bonjour, bonjour. Bonjour, mon cher. Oui, moi, je me nomme Victor Benya, je suis analyste financier. Je travaille dans une structure au niveau de la place. En fait, nous utilisons souvent dans nos rapports, dans nos comptes rendus, quand nous faisons des réunions, Gemini, parfois Notebook, Notebook LM. Et souvent, ça génère automatiquement les rapports. Maintenant, comme vous venez de le dire, j'aimerais savoir exactement quels sont les dangers que ça encourt parce que c'est une entreprise nationale qui est ici basée ici à Dakar. Et quand nous faisons toutes les réunions, parfois, c'est avec, pour les comptes rendus, c'est avec l'IA qu'on le fait. Et même aussi dans certains rapports qu'on rédige aussi, c'est avec l'IA. Dans certains questionnements qu'on fait pour certaines de nos structures, c'est avec l'IA aussi qu'on utilise. OK, donc la question, elle est... Merci beaucoup déjà pour cette question qui est très importante. Je vais vous dire quelque chose déjà. Vous savez, en fait, ces IA-là, vous allez voir, ils vont vous écrire une politique en vous disant que vos données sont sûres et que les données ne seront pas utilisées. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'aujourd'hui, ces IA-là, pour pouvoir évoluer et pouvoir avancer, ils ont besoin d'apprendre ces données-là.
Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire, par exemple, l'IA va apprendre les données, mais vos données ne seront pas partagées. C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'allez jamais voir aux États-Unis ou dans certains pays développés utiliser des IA génératives pour le grand public. Ils ont leur propre IA générative qu'ils ne vont jamais commercialiser et qu'ils utilisent en interne. Et la solution, c'est clair, il faut aujourd'hui que les entreprises puissent faire confiance à des jeunes qui vont leur développer des systèmes Made in Sénégal qui vont permettre en fait de pouvoir gérer ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous vos points-là, tout ce qui est enregistré, ainsi de suite, une partie est mise sur l'IA et va permettre à l'IA aussi de comprendre comment tenir des réunions, comment faire, ainsi de suite. Donc, vous posez-vous la question, comment cette IA-là réussit à chaque fois à être beaucoup plus précis, à faire ces notes-là, ainsi de suite. C'est parce qu'il a appris quelque part. C'est parce qu'il y a des données qui ont été partagées, il a évolué, ainsi de suite, et devenu beaucoup plus précis et faire ces rapports-là. Donc, c'est pourquoi moi, d'habitude, quand je conseille et que je dis ça à certaines structures qui sont ultra sensibles, de ne pas utiliser l'IA. OK? S'ils veulent vraiment garder certaines données confidentielles. Sinon, imaginez, je vais donner un exemple. Imaginez aujourd'hui, l'état-major doit préparer une guerre et ils disent qu'ils vont appeler tous les chefs en ligne et ils vont faire une réunion en ligne et que voilà, ils vont laisser l'IA faire la note. Vous imaginez le risque de perte de données sensibles qui est encouru par rapport à ça. Donc, et ça, c'est juste un exemple. Maintenant, par rapport à n'importe quelle entreprise, c'est qu'un jour, vous allez faire des réunions ultra sensibles et vous avez mis vos données sur Internet et vous avez permis à l'IA de pouvoir garder ces données-là. Donc, eux, dans les rapports, ils vont vous écrire en disant que aujourd'hui, vos données sont sûres, mais même moi, je n'ai pas la garantie que ces données-là sont utilisées ou pas. Parce que j'ai pas de visibilité sur ça. Vous n'avez pas de visibilité sur ça. Vous faites confiance à l'entité et voilà. Absolument, absolument. Et merci encore pour les éclaircissements. C'est vrai. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ouais. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Voilà, c'est M. Diagana, adjoint au chef de Théon Paul de la LONASE. Je tenais d'abord à féliciter mon doyen, notre président, M. Souleymane Diallo, le président de l'amicale des cadres de la LONASE, en même temps directeur des archives, de nous avoir quand même donné l'information. Il nous a aujourd'hui permis de participer à ce cours très important, porté sur l'IA. En tant que professionnel, je pense que c'est un atout. M. Diallo, merci et toutes mes félicitations. En tout cas, au nom de tous les Lonasiens et Lonasiens, on vous dit merci. Merci pour cette belle initiative. En tout cas, nous sommes derrière vous. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, les Lonasiens, de nouer un partenariat avec vraiment M. Dacosta et leur, je ne sais pas, école ou convention. De toute façon, nous sommes très satisfaits. L'autre question est qu'aujourd'hui, on a constaté l'explosion de l'intelligence artificielle. Maintenant, quelles sont les alternatives que l'homme a proposées pour faire face à toute attaque? Merci. M. Diallo, encore une fois de plus, merci de nous avoir invités à ce cours aussi important. Merci beaucoup pour l'intervention. Donc, déjà, je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de membres de la LONASE qui sont ici. Voilà, donc, et aussi de savoir qu'il y a d'autres éminentes personnes, d'autres entités. Donc, ça montre en fait vraiment l'importance de ce webinaire. Maintenant, par rapport à votre question, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut sécuriser à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous savons que quand on met en place un réseau, il faut d'abord un firewall. Donc ça, c'est le premier niveau de sécurité. Donc la sécurité physique et logique en même temps, parce qu'un firewall joue le rôle de sécurité physique et logique. Donc, sur cette partie-là, on n'a plus besoin d'avoir des firewalls classiques. Il faut avoir des firewalls next generation. Comme aujourd'hui, il faut savoir le fonctionnement d'un firewall. C'est comme un videur. Vous lui dites bloquer tous les gens qui sont habillés en rouge, laissez passer les gens qui sont habillés en blanc. Donc, le APT, quand il va venir,
il va se tenir d'abord de l'autre côté et regarder. S'il voit que c'est seulement les blancs, blancs, blancs qui entrent et que les rouges sont bloqués, et lui, s'il porte rouge ou vert ou autre chose, il va aller porter du blanc et il va venir, il va passer. Le firewall, c'est comme ça, bloquer les connexions entrant et sortant. Donc, il faut avoir un firewall qui va se baser sur le comportement. Parce que même si une personne se déguise et qu'il vient vers la porte, il aura peur. Il va dire, est-ce que je vais passer? Est-ce qu'on va me reconnaître? Il va faire des grimaces et autres là. Donc, c'est ça, en fait. Même dans les aéroports, les policiers qui sont là-bas sont formés pour détecter les gens aujourd'hui qui ont des comportements suspects. Parce que parfois, ils amènent de la drogue ou autre chose. Donc, quand ils viennent, ils ont un peu peur. Et quand le policier te regarde, après, il te dit, viens. Après, ils vont aller te contrôler. C'est comme ça, peut-être, ils vont découvrir quelque chose ou pas. Parce que toujours, un suspect a un comportement suspect. C'est pourquoi même on a donné le nom de suspect. Après cela, on a aussi la partie logicielle. Il faut minimum un antivirus. Et maintenant, il ne faut plus les antivirus classiques, il faut des antivirus qui intègrent l'IA. Donc, on a Sophos, Next Generation, on a aussi pas mal d'autres antivirus. Donc, est-ce que vous savez, le Next Generation Sophos peut même stopper une attaque ransomware? Donc, ça a été prouvé, ils l'ont démontré et autres. Donc, après cela, il faut de la supervision, il faut le SIEM, il faut mettre en place beaucoup d'autres logiciels qui permettent de pouvoir superviser. Et maintenant même, on parle maintenant de logiciels de data loss protection, des logiciels qui préviennent les pertes de données. Il faut mettre en place des sauvegardes. Ces logiciels de data loss protection sont déployés de telle sorte que parfois, même quand on voit des liens suspects, vous, l'utilisateur final, ne peut pas cliquer sur ce lien-là. Ce lien-là est automatiquement mis grisé ou autre là, de telle sorte que la personne ne peut pas vraiment le faire. Mais le pilier général de tout cela, c'est la sensibilisation. Parce que vous pouvez mettre en place tous les logiciels possibles, tous les équipements possibles. Si la personne qui est au centre du système d'information, et nous savons que c'est l'être humain, n'est pas formé, n'est pas accompagné, n'est pas sensibilisé par les dangers venus du cyberespace, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez mis en place ne sert à rien du tout. Demain, vous allez voir. C'est pourquoi sur Internet, j'avais vu une photo là qui m'a beaucoup marqué. C'est plusieurs personnes qui étaient dans une voiture. Après, les gens ont collé plusieurs logiciels de sécurité, firewall, je ne sais pas quoi. Et il y a une personne qui ouvrait la trappe là où les gens sont assis. Et on a mis user pour montrer que malgré tout ça, si la personne là qui est assise là ouvrait, tout le monde va tomber. Donc, pour vous montrer que l'être humain est au centre du système d'information. Et si l'être humain n'est pas formé, n'est pas accompagné, n'est pas sensibilisé, ça veut dire que tout ce que vous faites ne sert à rien du tout. Alors, moi, je voudrais rebondir à l'issue de ce que a dit le consultant. En tout cas, ça nous réconforte, nous, les IT et puis les responsables des systèmes d'information, que vous attirez vraiment l'attention de tous les participants là-dessus. C'est un gros travail, c'est un travail collectif. Du moment où vous avez un ordinateur ou un téléphone, il faut savoir qu'il y a un environnement, il y a un écosystème autour et que chacun est responsable de la même manière que le DSI ou le RSSI sur la gestion et la protection de ces données. Donc, moi, je trouve que c'est bien que vous ayez insisté. Si vous pouvez insister davantage, ce serait bien. Moi, pour mon compte, j'ai les membres de la LONASE dans le groupe, dans cette réunion, notamment le président. Donc, le président, je pense qu'il a compris le message. Le message est fort, c'est que vraiment, c'est une responsabilité collective. La DSI est là, c'est vrai, on met en place des firewalls, des antivirus, des politiques de sécurité, mais il faudrait que les cadres, les agents d'encadrement s'engagent de l'appropriation de ces règles. Si ce n'est pas fait, malheureusement, bah, écoutez, vous nous tirez dans le dos. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'au mois de décembre, le président ne me démentira pas, c'est que nous avons connu effectivement 2 vagues d'attaques de phishing. Et là, ça a touché vraiment tout le personnel. Et c'est dommage parce que, bon, la majorité des gens ont reçu le mail d'un collaborateur alors que c'était une attaque de phishing et ils ont tous cliqué dessus. Donc, c'était une grosse charge de travail pour la DSI sur ce point-là. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie. Et s'il y a autre chose à savoir pour le grand public concernant la sensibilisation, moi, je suis preneur. Merci.
Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est ça, hein. Moi, je pense que j'ai eu aussi, dans mes missions, hein, je viens de me rappeler, j'ai eu à faire, quand j'étais un auditeur junior, j'avais accompagné un de mes mentors pour auditer la LONASE. Donc ça remonte à quelques années. Et c'est super de revoir qu'il y a beaucoup de gens de la LONASE qui sont là. Voilà, donc j'ai un petit lien avec vous. Donc l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que la sensibilisation est le point fort. Parfois, les informaticiens ont un problème à convaincre l'administration pour leur dire que on va amener une personne qui va venir seulement parler et on doit lui payer cela. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'aujourd'hui, sensibilisation, il faut beaucoup. C'est pas seulement pourquoi ça doit marcher, il faut amener quelqu'un d'autre pour qu'il puisse parler à ces personnes-là qui sont là et faire en fait aujourd'hui des démonstrations, faire des campagnes de phishing. C'est tout cela l'ensemble de la sensibilisation. Donc le point E, c'est qu'avec la complicité de la team informatique, de l'administration, qu'on envoie un lien, qu'on voit que tout le monde clique, on garde cela en sous forme de pourcentage. Et la personne qui viendra va parler avec eux, va montrer en fait les risques par rapport à ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation à deux niveaux. Par exemple, chaque 6 mois, il y a une personne externe qui vient sensibiliser. Mais en interne aussi, il y a aujourd'hui, nous, aujourd'hui, il y a des entreprises que j'accompagne, on fait ce qu'on appelle l'instant IT. Ça veut dire que chaque mois, on prend un jour et il y a 1 heure de temps où vraiment on fait une campagne de sensibilisation. Soit on parle politique des mots de passe, on parle aussi, ainsi de suite. Donc la sensibilisation, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il faut respecter ces 3 piliers. Il faut former, mais il ne faut pas se limiter sur ça. Il faut accompagner et il faut sensibiliser. Donc, il faut former, accompagner. Et c'est un cercle qui doit toujours continuer. Donc, d'abord, c'est en interne, mais l'interne a besoin d'avoir aussi des gens externes qui viennent sensibiliser et après qui vont leur donner beaucoup plus de force pour qu'ils puissent continuer à sensibiliser. Parce que parfois, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça nos informaticiens, on les voit toujours. Mais quand la personne dit, bon, parfois les utilisateurs ne gardent pas en fait ce que la personne dit. Mais s'ils voient un visage qu'ils ne connaissent pas, ils sont plus en même d'écouter, de savoir qu'est-ce que la personne dit. C'est pourquoi il y a ce double jeu-là, en fait, qui est très important et qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, je ne parle pas seulement de la LONASE, mais n'importe quelle entreprise doit au moins, sur l'année, faire 2 missions de sensibilisation externe et aussi faire des sensibilisations chaque mois pour l'ensemble de son personnel. Et ça, c'est très important par rapport à... Et faire aussi ce qu'on appelle des simulations de cyberattaque. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne savent pas comment réagir quand il y aura une cyberattaque. Je vais donner un exemple simple. Moi, j'ai fait beaucoup d'entreprises. Il y a toujours des simulations d'incendie. Pourquoi on apprend aux gens, quand il y a incendie, comment réagir et on n'apprend pas aux gens comment réagir quand il y a cyberattaque? Quelle est la différence? C'est un risque. On peut être dans une entreprise jusqu'à quitter là-bas, il n'y aura pas d'incendie. Comme on peut être dans une entreprise et être là-bas, comme il n'y aura pas de cyberattaque. Mais les gens ont tendance toujours à ignorer le risque de cybersécurité. Alors que le risque de cybersécurité, il est beaucoup plus grand que les autres risques. Et c'est pourquoi, de la même manière, les gens s'entraînent à pouvoir réagir face à un risque d'incendie. C'est de la même manière que les gens doivent apprendre à réagir face à un risque de cyberattaque. Et ça, c'est très important. Oh, merci, M. Dacosta. Est-ce que je peux reprendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, donc merci pour cet exposé. Et je voudrais aussi faire noter que si nous sommes là aujourd'hui, en tout cas ceux qui viennent de la LONASE, c'est parce que M. Samba a eu l'amabilité de partager cette information avec nous. Et le travail qu'il fait au niveau de la LONASE l'y prédispose. Et comme il a eu à le dire tout à l'heure, nous avons fait face à une attaque. Et il est malheureux de le constater que beaucoup d'entre nous ne sommes pas assez conscientisés sur le fait que quand on reçoit un mail dont on ne connaît pas la provenance, ou bien quand on est dans un groupe WhatsApp et qu'on nous envoie par exemple un lien où il est écrit, oui, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez gagner tant de données ou bien tant d'argent. Et les gens se précipitent pour cliquer
malheureusement, il ouvre la porte à tous les abus parce que derrière, on ne sait pas qui est là-bas. Et en cliquant à ce lien, vous donnez accès à toutes vos données à celui qui vous a envoyé ce message-là. Et donc, du coup, c'est autant d'actes de sensibilisation qu'on devrait pouvoir mettre en place pour que les gens soient conscients que quand on reçoit un mail, il faut d'abord vérifier la provenance avant de l'ouvrir. Ce qui nous est arrivé, nous, à la descente, on a reçu des mails venant d'un collègue, d'une collègue autant pour moi. 2, 3, 4, 5, 6 mails qui viennent en même temps. Et donc, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, la plupart des gens ont ouvert sans se poser des questions. Et après, c'était la catastrophe. Heureusement, il y avait des gens comme M. Samba et le DC, etc., qui ont fait un travail remarquable. Mais si les gens étaient conscientisés du fait de devoir faire attention à ce qu'on reçoit avant de l'ouvrir, l'attaque n'aurait pas eu cette ampleur. Donc, d'où la nécessité d'avoir des personnes comme vous au niveau des entreprises pour pouvoir sensibiliser au maximum. Malheureusement, parfois, la volonté politique n'y est pas trop parce que les gens sont plus focus sur des choses palpables et ils se disent que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient juste pour parler et repartir ne mérite pas d'être payé autant d'argent. Mais s'ils savaient derrière ce qu'ils gagnent en sensibilisant leurs collaborateurs pour qu'ils puissent éviter certains problèmes, ils ne seront jamais confrontés à des attaques de cette ampleur. Donc, la sensibilisation, elle doit continuer, mais surtout au niveau des décideurs, parce que s'ils sont sensibilisés, qu'ils sont conscients des risques encourus, ça devient plus facile. Donc, à mon sens, la sensibilisation devrait se faire au niveau supérieur, au niveau des décideurs, et puis après, le reste va suivre naturellement. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour-là. Voilà. D'autres questions? Oh, bonsoir, Oui, bonsoir. monsieur Dacosta. Oui, comment ça va? Vous me recevez, oui, je vous présente, c'est adjudant de police à l'UNCEN. Bon, je viens juste de me connecter là. C'est un ami qui m'a envoyé le lien. Bon, j'avais une suggestion pour la prochaine fois, quoi. Si on peut avoir le lien pour qu'on puisse le partager avec nos camarades policiers là. Ce sera mieux. Vous êtes où? À la division spéciale, ou bien? Aussi, au bureau de surveillance. Ok, ok. Ouais, ouais. Bon, Super. je gère des plateformes. Si j'avais le lien, j'ai pu le télécharger et lancer ça aux gens. Super. De toute façon, je pense qu'il y a eu l'enregistrement. Mhm. Voilà. Ok. Oui, il y a l'enregistrement. Après, vous Mhm. pouvez juste nous écrire et Ok. nous allons partager. Attends, je vais mettre le mail là sur le chat. Ouais. Donc, si vous nous Mhm. écrivez, nous allons vous envoyer l'enregistrement. Et s'il y a besoin aussi avec les disponibilités de M. Dacosta, peut-être dans l'année, on va organiser un autre webinaire IA et Mhm. cybersécurité. Parce Ok, que, merci beaucoup. Voilà. attends, je vais mettre le mail là. C'est bon, vous avez d'autres questions? On prend 2 autres questions avant de clôturer. Posez vos questions, c'est le moment. Et c'est gratuit. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Voilà, donc, moi, c'est Maureen Dao, donc, je suis à la Cour suprême. Et vous êtes sans savoir que aujourd'hui marquait la rentrée des cours et tribunaux et on parlait de justice et numérique. Donc, je voudrais demander à M. Dacosta aujourd'hui quel est le rôle de l'IA dans le système judiciaire sénégalais. Mais aussi, si vous pouvez me partager l'enregistrement et le contact de M. Dacosta, je suis preneur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette question-là. Donc aujourd'hui, déjà, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'avait dit au départ, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a même pas une loi sur l'intelligence artificielle. On a une stratégie de l'IA, mais on n'a pas aujourd'hui une loi sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, la justice déjà devrait se pencher sur ça. Et comment se pencher sur ça? C'est qu'aujourd'hui, les hauts responsables doivent travailler en synergie avec les experts qui tournent autour de l'IA. Moi, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui je peux parler de l'IA et de la cybersécurité, c'est que dès mon master, j'ai travaillé sur la place de l'intelligence artificielle sur la cybersécurité. Et j'ai travaillé sur beaucoup de logiciels qui intègrent l'IA. Et j'ai fait une certification en intelligence artificielle, plus la cybersécurité pour pouvoir vraiment faire un master. C'est pourquoi ça m'a pris tout un an et plus pour écrire mon master. Parce que je voulais vraiment produire un document unique par rapport à cela. Maintenant, par rapport à la justice, il faut que la justice s'approprie de l'IA pour comprendre aujourd'hui comment définir les axes par rapport à l'IA. Il y a certains qui ne vont pas être contents de cela parce qu'on dit qu'une technologie, quand elle est encadrée, elle ne peut pas évoluer. Mais moi, je ne parle pas d'encadrement, mais moi, je parle de relation et de voir les limites qu'on peut imposer par rapport à l'avancée de l'IA. Sinon, aujourd'hui, toute personne pourra vraiment utiliser l'IA à bon escient et que peut-être même, quand il y a des crimes en ligne, est-ce qu'on pourra arrêter la personne ou c'est l'IA qui a commis le méfait? Que dira la justice par rapport à ça? Donc, il faut vraiment que les gens qui sont experts dans le domaine juridique puissent se pencher sur ça et aussi écouter les techniciens et les gens en fait qui évoluent dans le monde de l'IA et qu'on puisse vraiment avoir une loi sur l'intelligence artificielle. Sinon, la justice sera seulement observatrice. Elle va regarder tout ce qui se passe dans le cyberespace et aussi dans l'IA. Parce que même aussi au Sénégal, on n'a pas une loi sur la cybersécurité. On a une loi sur la cybercriminalité et la protection des données, mais on n'a pas une loi sur la cybercriminalité. C'est pourquoi, sur la cybersécurité plutôt, c'est pourquoi on est observatrice de ce qui se passe dans l'IA et de ce qui se passe dans la cybersécurité. Mais aujourd'hui, il faut que les choses progressent, il faut que la justice puisse être à jour, il faut revoir la loi sur la cybercriminalité, mettre en place une loi sur la cybersécurité, mettre en loi une place sur l'IA. Et après là, on pourra vraiment parler de la place réelle de la justice par rapport à l'IA et aussi comment utiliser l'IA dans le domaine juridique. Quels sont aujourd'hui les facteurs? Parce que beaucoup d'autres pays, maintenant, on parle maintenant d'avocats virtuels, on parle de juges virtuels, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'ici au Sénégal, on peut se permettre de parler de juges virtuels ou d'avocats virtuels par rapport à cela? Ça, c'est des questions vraiment que je renvoie à l'assistance juridique, surtout les gens qui sont experts dans le domaine juridique. D'accord. On prend une dernière question. Dacosta, Monsieur Dacosta, est-ce que vous pouvez mettre vos coordonnées sur le chat? Voilà, je peux le mettre pour vous. Je mets le numéro et le mail là. Ouais, j'ai mis le mail. Ah, ok. Super. Donc, vous avez le mail de Monsieur Dacosta sur le chat. Et le numéro de téléphone aussi. C'est bon? On prend une dernière question. Dernière question.
prends une dernière question. Bon, il y a des questions sur le chat d'abord. Oui, il y a Donc, beaucoup. faire appel à des consultants. OK, donc c'est la même question. Donc, je vais répondre d'une manière générale à l'autre qui disait des compétences des jeunes. OK, donc il faut savoir que c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Quand on parle de cybersécurité, on parle de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de spécialisations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai posé la question à l'adjudant s'il était à la DCCC, donc la division spéciale de cybersécurité. Eux, ils ont besoin de spécialistes, hein. Ils ont besoin des spécialistes qui sont dans tout ce qui est renseignement numérique et tout ce qui est forensique. Donc, ça veut dire que si vous avez des compétences sur ça, vous pouvez faire le concours de police et tenter d'intégrer sur ça. Et ils recrutent. Ça, c'est un fait. Il y a la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Eux aussi, ils ont besoin de personnes qui savent vraiment faire tout ce qui est renseignement numérique, tout ce qui est hacking avancé, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si vous avez des compétences sur ça, ils vont vous recruter. Et ça, c'est un fait réel. Donc parfois, il y a certains jeunes qui se disent qu'on ne les a pas recrutés, mais est-ce que vous avez réellement ces compétences-là? Moi, j'ai eu à faire des stages avec des jeunes, mais j'étais carrément découragé parce qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas configurer, qui ne savent même pas utiliser Kali Linux, qui ne savent même pas faire beaucoup de choses. Et que pour eux, c'est dans le stage qu'on va les apprendre. Le monde a changé en fait. Quand vous venez en stage, la plupart, on vous attend pour que vous puissiez être des compléments et montrer que vous pouvez aider la boîte que de venir croiser les bras et d'attendre qu'on vous donne tout. On ne va pas vous prendre après. Donc, beaucoup de jeunes ne se spécialisent pas. Il faut d'abord vous spécialiser, avoir une compétence rare dans la cybersécurité. Je vous dis, vous n'allez pas traîner. Parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est conscient qu'on a besoin de talents nécessaires pour pouvoir lutter contre la cybersécurité. Vous avez été témoin durant les tensions politiques, sociopolitiques. On a eu des menaces de groupes d'hackers. On a eu des attaques. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup d'attaques sur beaucoup aujourd'hui de systèmes d'information étatiques. Vous pensez que l'État ne veut pas recruter? Ils veulent, mais ils veulent recruter des talents. Ils n'ont pas besoin aussi d'avoir, par exemple, des personnes qui vont venir seulement se dire que je fais de la cybersécurité. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à la cybersécurité? Donc, il faut vraiment faire des certifications. Il faut montrer des compétences aiguës qui vont permettre à ces personnes-là de pouvoir vous faire confiance et de pouvoir vous donner vraiment des marchés et que vous puissiez travailler dans ces domaines-là. Donc, vraiment, moi, le conseil que je vous donne, c'est spécialisez-vous. Cherchez de la compétence dans des domaines bien spécifiques et allez déposer. Il y a vraiment, surtout la partie FDS, ils sont en train de chercher les talents pour vraiment renforcer leur rang. Et ça, c'est un fait, en fait. Il faut vraiment le faire. Maintenant, par rapport à l'autre qui disait par rapport pourquoi on cherche d'autres consultants externes d'autres pays, c'est que parfois, je dis pas c'est tout le temps, mais parfois, il y a des besoins spécifiques. Ils lancent même des appels, mais ils ne voient pas des personnes qui sont capables de régler cela. Et ils sont obligés d'aller chercher à l'extérieur et de venir que ces personnes le règlent. Mais parfois, c'est devenu une habitude que certaines entreprises ne cherchent plus à chercher ici au niveau national, de telle sorte que quand ils ont des problèmes, automatiquement, ils se tournent vers l'extérieur. Mais donc ça, c'est des erreurs à corriger. Et ça, pour le faire, comme je l'ai dit, il faut déjà une loi sur la cybersécurité. Il faut donner plus de poids à la DCSI. Donc, c'est elle qui est la haute autorité de cybersécurité au Sénégal. Et qu'eux, ils doivent définir le cadre de collaboration. Ils doivent mettre en place et mettre à jour la PCC nationale. Et comme ça, toute entreprise publique ou privée au Sénégal doit se baser sur cette politique de sécurité des systèmes d'information pour mettre en place sa propre politique. Et comme ça, continuer et avancer par rapport à la suite. Donc, c'est ça. En tout cas, ce n'est pas vraiment un réel problème de confiance. Tout est mélangé. Mais parfois aussi, nous, les jeunes, ça ne les aide pas. Vous voyez un jeune qui est là, qui évolue dans la cybersécurité, mais qui n'a pas de compte LinkedIn. Ou bien quand il est sur LinkedIn, il peut partager que les Lions ont gagné, mais on ne voit pas de TP qu'il partage, on ne voit pas des projets académiques qu'il met en place. On ne sait même pas s'il a cette passion-là, s'il a ce feu-là qui brûle en lui. Il ne participe pas à des webinaires, il ne participe pas à des rencontres entre informaticiens, rien du tout. Donc ça aussi, ça nuit à votre visibilité. Donc il faut vraiment corriger cela et montrer que vous avez des compétences réelles, le prouver, publier sur votre LinkedIn, montrer
vraiment toute l'étendue de votre compétence et vous allez voir, les gens vont vous rapprocher de vous. Voilà. Donc, si vraiment l'entreprise ne vient pas à vous, vous allez-y auprès de l'entreprise. D'accord. Merci, Monsieur Dacosta. Bon, je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire qui est consacré à l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Donc, ce webinaire a été organisé avec Monsieur Dacosta. C'est dans le cadre du projet CNEP IA. Donc, le projet CNEP IA est mis en place par le AI Hub Sénégal, qui est le hub, le carrefour de l'écosystème IA au Sénégal. Et ce projet a été financé par l'ambassade de la France au Sénégal et soutenu par le ministère de la communication, des télécommunications et du numérique. Donc, merci à tous pour votre participation active. Merci pour vos questions et aussi pour votre intérêt, je dirais, pour ces enjeux majeurs. Et bon, un très grand merci à notre intervenant, M. Gérard Joseph Dacosta, pour la qualité de son intervention, la clarté des analyses, mais aussi le partage de son expertise. Franchement, c'était un webinaire très riche. Vu les questions, vu les interactions et tout, c'était très riche. Et nous espérons que cette session vous a permis de mieux comprendre tout ce qui est opportunité ou même risque lié à l'IA en cybersécurité, mais aussi que ça vous permettra de repartir avec des bonnes pratiques concrètes, mais aussi de sensibiliser les membres de votre équipe. Donc, nous remercions aussi toute l'équipe de la LONASE. Donc, merci à M. aussi d'avoir fait passer l'information. Merci à tous les autres participants. Donc, pour tout ce qui est replay et support de présentation, ça vous sera partagé par mail. J'ai mis mon mail sur le chat, vous pouvez le prendre. Bon, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Bon, nous vous invitons à notre workshop sur l'IA et le marketing qui aura lieu ce samedi à DIT, Dakar Institute of Technology. Et en février aussi, nous aurons 2 webinaires, usage de l'IA en entreprise et aussi comment utiliser l'IA consciemment. Donc, nous allons partager les liens d'inscription sur notre page LinkedIn, mais aussi par mail. Donc, j'ai mis le lien de la page LinkedIn du AI Hub Sénégal sur le chat. Vous pouvez nous suivre pour ne rien rater. Merci à tous. Merci à M. Dacosta pour votre temps, votre expertise, votre partage. Et yep, c'est bon. À bientôt pour notre webinaire ou workshop. M. Dacosta, à vous. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour vraiment l'opportunité que vous m'avez donnée. Et donc, moi, c'est toujours un plaisir de partager mes connaissances par rapport à cela. Donc, la preuve, je suis enseignant, formateur. Je suis en même temps sysadmin au niveau d'une entreprise de la place et je suis consultant. Donc, j'ai eu vraiment à faire pas mal de consultances. Tout à l'heure, j'ai dit la LONASE, j'ai fait Auchan Sénégal et pas mal d'autres entreprises ici sur la partie vraiment consultance. Donc, récemment, c'était avec la Direction générale des élections. Donc, c'est juste pour vous dire en fait que la partie sensibilisation est un pilier très important. Et parfois, on la néglige. Et parfois, les informaticiens, je les comprends, qui sont au niveau de certaines structures, se battent parfois même pour avoir du budget, pour vraiment faire certaines choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand ils gardent le système d'information presque à 60-70% inviolable, il faut les féliciter. Parce que parfois, les moyens ne sont pas là et ils essayent vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut. S'ils veulent même des éléments, s'ils veulent recruter des personnes, il y a le budget qui n'est toujours pas là. S'ils veulent des équipements, des licences, toujours il y a le budget qui est coupé. Mais n'empêche, ils font des résultats. Si aujourd'hui, on sait qu'il y a quelqu'un qui disait que de nos jours, il ne suffit plus de poser la question, est-ce qu'une entreprise est attaquée? Mais il faut dire quand
Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont attaquées. Donc, tout ce qui a un système d'information qui est branché sur Internet est attaqué. Donc, ça, il faut, surtout quand cette entreprise génère de l'argent. Et c'est pourquoi il faut mettre des moyens colossaux sur cette partie-là, que ce soit des audits informatiques, que ce soit tout ce qui est sensibilisation et ainsi de suite. Et moi, je suis très ancré sur la formation. Là, nous sommes dans un projet parce que, comme vous l'avez vu sur mon mail Mujang Informatique, on a développé une plateforme 100% africaine de e-learning qui va permettre vraiment de faire vraiment de la suivi. On veut après le customiser et mettre en fait une option sensibilisation qu'on va peut-être donner aux entreprises pour leur permettre de faire en fait beaucoup de sensibilisation, de suivi, évaluation, où vraiment le directeur pourra savoir qui suit le parcours de formation, quels sont les agents qui sont sensibilisés, qui respectent l'annuellement. Donc vraiment un outil qui va permettre de pouvoir vraiment faire la décision par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux autres choses, je suis disponible pour toute mission de consultance et autres. Donc, et enfin aussi, l'année passée, j'ai écrit un livre blanc, donc je voulais partager. Le livre blanc a été reçu par le ministre de l'économie numérique et a été validé par pas mal d'autres experts. Donc, vraiment, je vous invite à lire le livre blanc et aussi à donner vos retours par rapport au livre blanc. Donc, un livre blanc est une contribution par rapport aux problématiques qu'on retrouve dans le cyberespace, donc surtout le cyberespace sénégalais. Donc, n'hésitez pas à lire, à donner vos critiques par rapport à ça. Et comme je le dis, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Je ne suis pas, même le terme expert, je n'aime pas trop qu'on me le dise. Je veux toujours qu'on me dise un professionnel de la cybersécurité. Au moins, ça me permet d'apprendre et de continuer à toujours apprendre et d'évoluer parce que dans le monde de la cybersécurité, 6 mois, il y a toujours de nouvelles choses qui sortent. Et il faut faire de la veille technologique, il faut vraiment avancer. Pour les étudiants, ne vous découragez pas, comme je l'ai dit. Faites en sorte d'être vu sur LinkedIn, montrez les projets, faites des projets lourds, allez-y sur Internet, regardez aujourd'hui qu'est-ce qui est en tendance et essayez de vous spécialiser sur ça. Et je vous dis, vous allez avoir quelqu'un qui va vous approcher et soit peut-être va vous proposer du job ou va vous proposer du travail. La majeure partie, c'est que vous pensez que vous êtes bon, mais quand vous déposez, quand on regarde vos CV, on sait que voilà, le profil n'est pas ça. C'est pourquoi parfois vous traînez. Donc, il faut vraiment vous donner à fond. Et on dit que actuellement, il y a un manque énorme de talent en cybersécurité. Et donc, c'est bizarre. Beaucoup de jeunes sont là et disent qu'ils ne travaillent pas alors qu'ils font de la cybersécurité. Et on dit qu'il y a un manque énorme. Donc, ça, c'est problématique. Donc, il faudra corriger cela et avoir confiance en vous et donner le meilleur que vous avez. Et aussi aux décideurs qui sont là, donner la chance aussi à ces jeunes-là de s'exprimer et de montrer tout leur savoir-faire et leur savoir-être. Merci beaucoup. D'accord, merci M. Dacosta. Merci à tous et à bientôt pour notre webinaire. Merci beaucoup, à bientôt.